Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Avec nous sur le plateau ce soir, Étienne Morel, directeur du CHM, Centre Hospitalier de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Alors, une note de service a été adressée au personnel concernant l'accès aux soins pour les mineurs de moins de 15 ans. Une note, un public pour lequel les soins seront désormais gratuits. On va voir ce que cela implique et comment la note a été accueillie. On verra ça avec vous tout à l'heure dans ce journal. Très bien. Avec nous également Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors COP21 oblige, avec vous, il sera question des changements climatiques. Et on l'a vu, la problématique est préoccupante à l'échelle mondiale. Mais elle a également des implications ici à Mayotte. On verra lesquelles tout à l'heure dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 2 décembre. Une lettre adressée par Ali Debré-Combo, président du groupe de la majorité, à destination du groupe centriste, risque de mettre le feu aux poudres au sein de l'hémicycle. Les contrats d'emploi d'avenir seront désormais refusés sans qu'aucune justification n'accompagne cette décision. Toutes les explications dans votre journal. Le corps du jeune étudiant mahorais retrouvé mort à Villeneuve-d'Ascq devrait être rapatrié à Mayotte dès la semaine prochaine. Plus d'un mois et demi après sa mort, les associations multiplient les cris d'alerte et en appellent à la responsabilité des élus, notamment en ce qui concerne des bourses non versées depuis la rentrée scolaire. L'association des jeunes de Kaweni Espoir tente de faire changer l'image du quartier. Depuis plusieurs semaines, les membres de l'association s'attellent à créer un foyer des jeunes pour qu'ils se retrouvent autour d'ateliers créatifs. Une manière d'occuper la jeunesse et de lutter contre la délinquance. Reportage. Le conseil départemental de Mayotte se caractérise depuis son installation par la pluralité des partis politiques qui le composent. UDI, les Républicains ou encore le MDM, voilà quelques-unes des formations dont sont issus les conseillers départementaux. Pour l'heure, l'entente est cordiale avec un groupe de la majorité composé de 16 élus contre 10. Cependant, le 27 novembre dernier, le président du groupe de la majorité, Ali Debré-Combo, a adressé un courrier au président du groupe centriste, M. Aïnoudine Salim. Il y explique que les contrats d'avenir concernant plus d'une trentaine d'agents ne seront pas renouvelés. Aïnoudine Salim a donc répondu à Ali Debré-Combo par le biais d'une lettre et tenté de s'exprimer sur ce sujet. Reportage Shakila Issouf et Fred Souleymana. Une lettre comme un pavé dans la mare entre le groupe de la majorité et celui de l'opposition. Le président du groupe centriste a pris note de la lettre d'Ali Debré-Combo, laquelle stipule qu'ils n'ont pas droit au CEA, les fameux contrats emploi d'avenir. Sur le fond des choses, nous avons pris une délibération pour donner, je pense, ces 300 contrats d'avenir. Nous avions déjà des jeunes depuis 1 an ou 2 qui sont en contrat d'avenir au conseil départemental et qui sont en formation parce qu'ils ont des très bonnes évaluations et qui mériteraient d'être renouvelés. Ils ne sont pas tous, sincèrement par exemple pour moi, ils viennent pas tous, c'est pas moi qui les avais recrutés. Mais moi j'ai pris l'initiative de demander tout le renouvellement, même si c'était l'ancien conseil départemental de Mtsamboro qui n'est pas du même parti que moi, hein, qui les avait recrutés. J'ai pris l'initiative de demander le renouvellement. Et puis aujourd'hui, si on ne le renouvelle pas, je trouve ça dommage pour un conseil départemental qui est censé s'occuper du social. Aucune justification ne semble être venue appuyer cette décision. Aïnoudine Salim, le conseiller départemental de Mtsamboro, explique que ces jeunes n'ont pas à en pâtir de ce qu'ils considèrent comme un conflit politique et dénonce ce refus qui constitue un réel handicap pour l'emploi des jeunes. Moi, pour le canton de Mtsamboro, j'ai dû avoir une trentaine. J'ai une trentaine donc qui seront peut-être pas renouvelés ou bien peut-être ils seront renouvelés parce qu'ils ont une connaissance dans l'autre groupe, voilà. Mais aujourd'hui, je dois avoir une trentaine de personnes dans le canton de Mtsamboro. Je pense qu'il est encore temps, il n'est pas encore trop tard pour que tous les Mahorais se regroupent, qu'on puisse parler du même langage pour qu'on puisse penser au développement de Mayotte et des Mahorais qui y vivent. Grâce au dispositif du contrat d'avenir, plusieurs centaines de jeunes peuvent prétendre à un emploi au moins pour 3 ans. Seulement, à chaque nouvelle équipe, ce personnel reste dans l'incertitude où leur contrat est annulé avant la fin, une fin qui pourrait d'ailleurs se profiler dans l'entente cordiale jusqu'alors affichée entre élus de la majorité et ceux de l'opposition.
Et je vous l'ai annoncé au début de ce journal, une note de service a été adressée au personnel du CHM. Pour en parler avec nous, Étienne Morel, directeur justement du centre hospitalier de Mayotte. Alors ici, il s'agit d'une note qui vise un public particulier, les mineurs de moins de 15 ans, et une note qui dit que désormais les soins pour eux seront gratuits. Alors pas uniquement les mineurs de moins de 15 ans, ce seront les mineurs de moins de 18 ans, et auxquels il faut ajouter effectivement les enfants à naître, c'est-à-dire les femmes enceintes jusqu'à l'accouchement. Voilà. Donc, écoutez, c'est un sujet qui remonte quand même je dirais pas de la nuit des temps, mais on peut citer par exemple le préambule de la Convention de la Constitution de 1946, qui indique, je cite, que la nation, donc c'était juste après la libération, garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère, la protection de la santé. Voilà. Donc si on se projette donc sur beaucoup plus récent, en 2012, on avait l'ordonnance du 31 mai 2012 qui garantissait donc aux enfants mineurs donc l'accès aux soins gratuits ainsi que effectivement aux femmes enceintes jusqu'à l'accouchement. Alors c'est vrai que jusqu'ici on ne respectait pas ce texte. Bon, il fallait peut-être attendre que les esprits soient un peu plus mûrs. Il fallait aussi donc des négociations budgétaires avec l'ARS. Bon, mais alors l'élément déclencheur, ça a été effectivement la visite d'une délégation donc du défenseur des droits, que je rappelle est Monsieur Toubon, voilà, qui a envoyé une délégation récemment sur Mayotte. Je crois qu'ils sont venus d'ailleurs sur votre plateau pour expliquer que il fallait effectivement protéger peut-être à Mayotte plus encore que dans d'autres territoires, l'enfance en danger et l'enfance, donc la protection de l'enfance, notamment au niveau de la santé. Voilà. Alors au niveau de l'application de cette note de service, ça sera à partir de quand ? C'est effet immédiat. C'est effet immédiat. Le retentissement budgétaire, il est pas énorme, puisqu'on est à peu près en tout, c'est les deux confondus, à 300 000 euros. On a des recettes concernant effectivement cette participation des non-affiliés d'à peu près 1,2 million. Donc ça fera à peu près 25%, parce que bien évidemment on va continuer à demander cette contribution, par exemple de 10 euros pour une consultation simple aux personnes majeures. Voilà. Alors comment la note de service a été accueillie par le personnel ? On sait que des voix se sont élevées déjà par rapport à la charge de travail qui existe au sein du CHM. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y aura pas plus de charge de travail pour le personnel ? Moi, je pense qu'il n'y a pas de lien de cause à effet. La preuve en est, c'est qu'on a effectivement un afflux de réfugiés depuis à peu près septembre 2014. Nous, on le situe à peu près septembre 2014. Et vous voyez, donc ces tarifs existaient. On va repasser pratiquement à 9 000 accouchements cette année. Et ces tarifs existaient quand même. Donc, moi, je ne pense pas qu'il faille voir un lien, je vous dis, de cause à effet. Voilà, c'est pas cette note qui va déclencher un afflux massif. Je comprends certaines craintes, mais en tout cas, moi, j'y souscris pas. Alors, je pense qu'on devrait, j'espère, avoir une activité, on va dire, en 2016, comparable à celle de 2015. Bon, c'est vrai que l'activité est forte, mais on devrait quand même pouvoir faire face. Et puis, on a des discussions, notamment avec l'ARS, pour obtenir des moyens nouveaux afin de faire face à cette activité, vous voyez, qui n'est pas liée à cette note, puisqu'on vient elle vient d'être publiée. Voilà. Merci beaucoup Étienne Morel. Je rappelle que vous êtes le directeur du CHM, le centre hospitalier de Mayotte. Merci. Et depuis hier et jusqu'au 12 décembre prochain, Paris accueille la COP 21. 147 chefs d'État sont ainsi rassemblés pour la plus grande conférence jamais organisée sur le climat. Un rendez-vous ô combien important pour l'avenir de notre planète. En effet, les changements climatiques n'est plus à démontrer et les décideurs mondiaux doivent agir avant qu'il ne soit trop tard. Mais alors, qu'en est-il à Mayotte? Quels sont les impacts du changement climatique sur notre île? Éléments de réponse dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Fred Suleimana. Alors que se sont ouverts à Mayotte ce jour les assises de l'environnement, à l'initiative notamment de l'association Mayotte Nature Environnement, à Paris, une conférence au sommet se tient sur le climat.
Notre planète est aujourd'hui menacée et Mayotte n'est pas épargnée par le changement climatique. On parle d'abord on dit plutôt changement climatique, parce que ça ne marche pas que sur la température. Le réchauffement, ça indique qu'il va faire plus chaud. Bon. Mais il y a aussi tout ce qui est l'eau de mer, la pluie, les phénomènes extrêmes, les cyclones, les orages les plus violents. Ouais. Enfin, voilà, c'est tout ça qu'on étudie. Et on a raison de s'en préoccuper à Mayotte parce qu'on mesure déjà, on a déjà mesuré l'impact de l'activité humaine. Parce que le changement climatique, c'est lié à l'homme, uniquement à l'homme. Ce n'est pas naturel, ça ne peut pas être naturel. J'entends beaucoup de gens qui disent oui, mais c'est normal, on a déjà connu ça. Non, on n'a jamais connu ça, c'est lié à l'homme. Donc, en fait, on a déjà mesuré les impacts sur Mayotte. On a pris à peu près 1,5 degré en plus de la normale sur un siècle. 1,5 degré en un siècle, cela peut sembler dérisoire, mais c'est pourtant considérable. Le changement climatique a des répercussions sur l'ensemble de la planète et à Mayotte, les conséquences pourraient être rapidement très problématiques. Il y a une multitude de conséquences finalement. Ouais. Ça touche quasiment tous les secteurs d'activité, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas fini. C'est-à-dire que là, c'est maintenant. C'est-à-dire en 2015, on a mesuré par rapport au début du XXe siècle une augmentation de la température de 1,5 degré. C'est ça. Par contre, encore une fois, c'est pas fini. C'est selon les orientations qui seront prises lors de la COP, qui est vraiment un gros enjeu au niveau planétaire, on prendra entre 1 degré à 2,5 degrés en plus de ces 1,5 degrés. Ça veut dire en gros une augmentation entre 3 et 5 degrés par rapport au début du XXe siècle. Et là, ça change tout. L'exemple le plus marquant, à mon sens, sur Mayotte, c'est la gestion de l'eau potable. C'est déjà compliqué parce qu'on est une île qui est assez petite. Voilà, l'eau, c'est vraiment un enjeu, l'eau potable. Et on voit que dans toutes les études et selon tous les scénarios, la différence va s'accentuer. C'est-à-dire que les saisons sèches seront vraisemblablement plus sèches, les saisons des pluies vraisemblablement plus humides. C'est-à-dire qu'on va avoir 6 mois dans l'année où il va y avoir quasiment pas d'eau qui vont tomber du ciel. Si à Mayotte, la préservation de l'environnement représente un véritable défi, le climat fonctionne de manière globale à l'échelle planétaire. Le sort de notre île dépend donc des autres pays et notamment de la COP21, cette conférence mondiale qui se tient actuellement à Paris, même si c'est à tous les niveaux que les efforts doivent être faits pour préserver notre environnement. En fait, il faut penser que la Terre c'est une mécanique globale. Donc l'air qu'on a à Mayotte, il est passé par d'autres endroits avant. Il n'y a pas de frontières en météo. Donc si on fait, et il y a des efforts qu'on peut faire ici. Alors c'est sûr que l'enjeu industriel à Mayotte, c'est pas le même que celui en Chine. Ouais. Mais à notre échelle, si on fait quelque chose, c'est bon. Alors c'est une formule un peu succédanée, c'est bon pour la planète, mais en fait c'est pas faux. C'est-à-dire que tous les efforts qu'ils vont faire en Chine auront un impact à Mayotte. Les impacts qu'ils feront en Islande auront un impact à Mayotte. Et les efforts qu'on fera à Mayotte auront des impacts de partout aussi. Il faut penser vraiment comme une mécanique globale. Les prévisions de Météo France annoncent d'ores et déjà la fin d'année la plus chaude jamais enregistrée sur le territoire. L'heure est aujourd'hui à la prise de conscience que la terre qui nous accueille est en danger et que nous serons les premiers à en payer les conséquences. Avec nous, Pierre Bellucci, les changements climatiques, on l'a vu, ont des impacts ici également à Mayotte. Comment ça se ressent particulièrement? Comment les habitants les ressentent, ces changements climatiques? Alors, déjà, il faut peut-être rappeler qu'est-ce qui se passe en ce moment. C'est un moment historique. C'est l'avenir de notre planète qui se joue. Cette COP21, donc cette grande conférence sur le climat qui réunit les délégations de près de 150 États, les chefs d'État, qui vont décider, les grands décideurs, les hommes politiques qui vont décider de l'avenir aussi de notre planète, qui vont devoir prendre des décisions très importantes. En quels termes? C'est surtout sur les gaz émis, notamment le CO2, les grands industriels, également les exploitations, notamment bovines, et tout ce qui est attrait à la production animale. On émet beaucoup trop aujourd'hui, la couche d'ozone est attaquée. Donc les répercussions, elles sont mondiales, comme l'expliquait Monsieur Laviec. Le climat, c'est un mécanisme global qui englobe toute la planète Terre. Donc les répercussions, bien sûr, elles existent à Mayotte. On le voit, il y a des inondations, il y a plusieurs problèmes. Le plus grave, c'est surtout l'eau potable. Pourquoi l'eau potable? Parce que les retenues collinaires sont vides, quasiment vides. On l'a expliqué déjà depuis plusieurs semaines. Alors nous sommes en saison des pluies, il pleut. Mais d'une manière assez éparse, assez étrange. C'est-à-dire que par exemple, si on prend Mamoudzou ou si on prend Petite Terre, il a plu 2 fois moins que ce qu'il aurait dû pleuvoir, ou en tout cas en temps normal ce qui pleut. Par contre, dans certaines zones, comme par exemple à Kanikeli, il a plu 4 fois plus en cette saison qu'en temps normal. Donc voilà, vous savez, c'est un peu éparse, et surtout ce sont des pluies, on n'est pas encore dans la saison des pluies, les pluies qui vont permettre de réalimenter les ressources, notamment
notamment les nappes souterraines, voilà, les réserves souterraines, les retenues collinaires sont quasiment vides. Donc voilà, il y a de vrais problèmes à ce niveau-là, c'est-à-dire que le dérèglement climatique implique ce genre de choses. L'eau potable, c'est quand même vital, donc sans ça, c'est compliqué et forcément la population va être affectée par ce genre de choses. Alors est-ce qu'ici, en termes d'actions menées sur le territoire, est-ce que c'est pris en compte ces problématiques-là ? Oui, bah écoutez, Mayotte, c'est pas le territoire qui émet le plus. Voilà, ce sont surtout les pays industrialisés, les pays en voie de développement, qui eux ont ce besoin de produire, sans forcément prendre en compte le climat, qui n'ont pas forcément aussi les moyens de mettre voilà en œuvre. On le sait, il y a eu beaucoup de choses. On essaie de favoriser, notamment les structures qui favorisent l'environnement, les panneaux solaires. Voilà, les pays en développement, c'est un peu plus compliqué. Donc là, les mesures vont être prises. À Mayotte, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, il va falloir faire à notre échelle des restrictions éventuelles. En tout cas, faire attention à l'eau, faire attention aussi à l'environnement, parce qu'on a de véritables problèmes. Tout le monde ne respecte pas l'environnement à Mayotte, on le sait, on le voit, le lagon est dégradé depuis des années. On voit tous les déchets, tout ça, c'est de la pollution. Tout ça, ça affecte l'environnement. Donc chacun à son échelle va devoir y mettre du sien et on attend peut-être un arrêté prochainement du préfet pour des restrictions d'eau. On estime que dans les 3, 4, 5 prochaines semaines, il pourrait vraiment y avoir des pénuries d'eau potable. Donc vous voyez, la problématique est réelle, elle est grave et il va donc falloir agir chacun à son niveau et faire en sorte de prendre en considération un peu plus l'environnement. On est à un tournant. Cette COP21, elle va durer quand même jusqu'au 12 décembre. Donc vous voyez plusieurs jours de discussion aussi, essayer de s'accorder sur des termes pour réduire les gaz à effet de serre. On sait que Ibrahim Aboubacar, le député, fait partie de la délégation Outre-mer. Il a été invité pour faire partie de la délégation nationale. Il est actuellement à la COP 21. Lui a expliqué que il souhaiterait une société à bas carbone. Il souhaiterait aussi que les Outre-mer soient prises en compte dans ces discussions. On espère effectivement que ça sera le cas et que les Outre-mer sont aussi touchés par ces problèmes et qu'il va y avoir aussi des mesures fortes qui seront prises. Merci beaucoup Pierre pour ces précisions. Et il y a quelques semaines, le département était sous le choc suite à la découverte du corps d'un étudiant mahorais décédé depuis plusieurs semaines dans sa chambre universitaire à Villeneuve-d'Ascq. Suite à cette affaire, les réactions ont été nombreuses, notamment de la part des étudiants en métropole. Ces derniers se plaignent des conditions de vie difficiles dues à des bourses impayées depuis la rentrée scolaire. Le corps, qui n'a toujours pas été enterré suite à l'enquête et à l'autopsie, devrait être rapatrié sur le territoire d'ici la semaine prochaine. Un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Cela fait près de 4 mois que les étudiants mahorais attendent que le conseil départemental leur verse une bourse. Et suite au décès d'un jeune étudiant mahorais il y a quelques semaines, les réactions se sont multipliées, notamment suite aux propos de sa maman qui explique que son enfant serait mort de faim par manque d'argent. Aujourd'hui, le représentant de l'association des étudiants de Mayotte crie sa colère et en appelle à la responsabilité des élus. Qu'est-ce qu'on est en train de faire dans ce département ? Ça va durer jusqu'à quand ? Nous n'en pouvons plus. Il faut arrêter de se cacher derrière un costume, derrière un bureau, penser que la vie des autres, ce n'est rien. Il faut arrêter tout ça. Parce que ce sont des vies humaines qu'on a vues en métropole. Ce sont des élèves, l'avenir de Mayotte. On ne cessera de le répéter. Mais qui sera là pour l'entendre ? Qui prendra les bonnes décisions ? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, une nécessité ne soit pas exécutée ? Que la bourse de ces étudiants ne soit pas versée ? Alors qu'on sait qu'ils ont des loyers à payer, on sait qu'ils ont des besoins quand même physiologiques à combler. Que faut-il ? Il faut des morts. Il faut qu'ils meurent tous. Alors qu'on les laisse mourir. Mais en tout cas qu'on dise la vérité aux Mahorais. Qu'on ne laisse pas partir les gosses mahorais là-bas. Qu'on les laisse ici. Au moins ils sont en sécurité. On sera ici chez nous. On ira cultiver la campagne peut-être. Et là on s'en sortira. Le département a annoncé la tenue d'une commission d'attribution de bourses demain pour statuer sur les 150 derniers dossiers de demande de bourse déposés. Il affirme également que les bourses devraient être sur les comptes ce jeudi. Mais reste la question du corps de l'étudiant décédé à Villeneuve-d'Ascq qui n'a toujours pas été rapatrié sur le territoire. Très souvent,
J'essaie de m'exprimer par rapport à cette situation, mais vous comprenez combien c'est difficile. C'est très difficile de pouvoir parler de ça. Maintenant, le gosse est mort. Je suis tous les jours, pratiquement tous les jours avec la maman. Vous imaginez cette femme qui a perdu son enfant et qui doit tous les jours supporter. Là, elle est dans une condition telle qu'elle se dit que son enfant est toujours vivant. Il est temps qu'on enterre cet enfant, il est temps qu'il repose en paix. Le procureur de la République de Lille, contacté par la rédaction, explique que les raisons du décès n'ont pas pu être déterminées en raison d'un état de décomposition du corps trop avancé. Le jeune homme a cependant été rendu à sa famille en métropole vendredi. L'association des Mahorais de la métropole lilloise, qui s'est lancée dans les démarches administratives il y a plusieurs semaines, nous en dit plus. On a eu justement, suite au décès, on a eu une journée de bienvenue qu'on organise annuellement, mais là, ça a pris une autre tournure due justement à cet événement. Donc on a eu une association musulmane qui est basée justement, qui s'appelle Agis, qui est basée à Villeneuve-d'Ascq, dans la ville où le jeune homme est décédé, qui est venu nous proposer son aide dans tout ce qui est religieux, et eux aussi ils ont essayé de faire une quête pour aider justement à toute démarche. Donc effectivement on a eu de l'aide d'autres associations mahoraises métropolitaines qui nous ont appelés. Nous aujourd'hui, pour nous il n'y a pas de souci. Tout est fait, tout est ok pour que le corps arrive, mais après, comme vous savez, c'est tout ce qui est démarche administrative, c'est hyper complexe, donc le temps que tout ça se règle, normalement, en théorie, le corps tout devrait se débloquer dès la semaine prochaine, donc le corps devrait être envoyé au plus tard, je pense, la semaine prochaine. Le jeune homme devrait donc retrouver sa terre natale pour y être enterré la semaine prochaine, en espérant qu'après cette tragédie, les étudiants du département seront enfin véritablement suivis et accompagnés dans l'épreuve que représente la poursuite d'études en métropole. À noter que l'intégralité de ce temps de parole sera disponible à la fin de cette édition. Et ce matin se tenait la traditionnelle cérémonie d'accueil dans la nationalité française. Monsieur Bruno André, secrétaire général de la préfecture, a ainsi procédé à la remise de 60 degrés de naturalisation. Un moment toujours particulier et riche en émotions pour des individus qui attendent parfois ce moment depuis plusieurs années. Nous nous sommes rendus à la Case Rocher ce matin afin d'assister à cette cérémonie. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Acquérir la nationalité française, un moment toujours chargé en émotions, que ce soit pour ceux qui la reçoivent ou pour ceux qui ont le pouvoir de la donner. Oui, c'est un moment très fort d'émotion pour ces personnes, mais aussi pour nous, d'accueillir dans notre République de nouveaux citoyens qui l'ont choisi volontairement après un long parcours, souvent personnel. Et donc c'est toujours un grand moment d'émotion. Depuis ce matin, 60 nouveaux citoyens font désormais partie de la République française. Et comme à chaque cérémonie d'accueil dans la nationalité, la joie est palpable pour toutes ces personnes qui attendent parfois ce moment depuis de longues années. Oui, je suis très contente d'avoir eu cette nation française et je suis très heureuse. J'espère que les années qui suivent, je pourrai voter. Je vais commencer une nouvelle page pour la nationalité française ainsi qu'à mes descendants qui vont venir aussi. Aujourd'hui, je suis très contente d'avoir réussi la nationalité française. Depuis tout ce temps, j'attendais ça. Aujourd'hui, je suis vraiment contente parce que je pourrais maintenant faire des concours là où je vais, dans tous les domaines. Du coup, je ne peux pas vous expliquer ce que je ressens aujourd'hui. Je suis vraiment fière d'avoir la nationalité française, de représenter la France dans tous les pays. Aujourd'hui, c'était un moment très fort. Je remercie le gouvernement français et je remercie le préfet de Mayotte qui m'a offert la nationalité française. Et puis je suis content. J'espère bien de suivre toutes les institutions de la France, de participer dans la vie associative et tout. Et je respecterai les droits et les devoirs. Respecter les droits et les devoirs de la République. Une condition sine qua non à respecter, que l'on soit né ou que l'on devienne français, même si l'acquisition de la nationalité entraîne souvent un respect des valeurs républicaines, parfois perdues par ceux qui l'ont acquise de par leur naissance. Je pense que ces personnes sont
peut-être plus conscients que certains concitoyens français qui le sont naturellement parce qu'ils y sont nés et que leurs parents étaient français. Alors que là, c'est une véritable démarche qu'ils ont été obligés d'engager où on a pu leur parler justement de ses droits et de ses devoirs. Et donc c'est un vrai engagement personnel, je crois, de chacun d'entre eux. Un engagement mais aussi et surtout un aboutissement, bien souvent synonyme de nouvelles perspectives d'avenir pour des nouveaux citoyens qui poursuivaient un rêve de liberté, d'égalité et de fraternité. Saïd Gertrude Nadia. Je propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mercredi 2 décembre. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Bien que le site officiel de la préfecture affichait dernièrement en page d'accueil une publicité institutionnelle indiquant « Je vote aux élections régionales les 6 et 13 décembre prochains », les électeurs mahorais ne seront pas appelés aux urnes. En effet, il avait été imaginé sous l'ère Sarkozy que Mayotte, en devenant département le 31 mars 2011, serait précurseur de la réforme territoriale engagée. Ainsi, le territoire allait devenir le premier département région d'outre-mer de l'histoire, un drôme. Alors, et comme le cadre institutionnel l'indiquait, l'île aux lagons allait-elle avoir un conseil général et un conseil régional ? La réponse est non, l'objectif de la réforme étant de réduire le millefeuille administratif. Une autre formule validée par la départementalisation a donc été mise en place. Une assemblée unique avec des élus possédant à la fois des compétences départementales et régionales. Malheureusement, le niveau de dotation de l'État pour financer les missions de ce drôme n'a pas bougé alors que le spectre des compétences s'est considérablement élargi. Or, en Guyane comme en Martinique, également drôme, des dotations financières départementales et régionales leur ont été conférées, ainsi qu'un scrutin de liste activé aux élections régionales, soit les 6 et 13 décembre prochains. De plus, en instaurant le drôme et son assemblée unique, le mode de scrutin pour désigner les élus est demeuré uninominal à 2 tours, le rang départemental de Mayotte ayant été maintenu contre toute logique. Pour l'heure, les dotations de l'État à Mayotte sont les plus faibles d'outre-mer et le département devra encore attendre 2020 pour que les pendules soient remises à l'heure. La rédaction indiquait dans son édition de lundi que la compagnie aérienne Air Caraïbes aurait fait une offre pour entrer dans le capital d'Air Austral. Elle n'aurait pas été retenue, mais d'autres pistes de travail sont aujourd'hui évoquées, comme l'indique le journal de l'île de la Réunion. Ainsi, le titre révèle que le groupe Océan, dirigé par la famille Goulam Ali, aurait déposé un dossier pour entrer au capital de la compagnie. Le groupe Océan est une société familiale indépendante de type holding qui touche de nombreux domaines tels que l'agriculture, l'aquaculture, les peintures décoratives, les télécommunications et les services immobiliers. Ainsi, d'après les informations du journal de l'île, Abbé Ali Goulam Ali aurait expliqué qu'il était encore trop tôt pour évoquer avec plus de certitude son éventuelle entrée dans le capital de la compagnie aérienne. L'information peut sembler éloignée de Mayotte, ce qui n'est pas le cas, Air Austral étant la seule compagnie à desservir l'aéroport de Pamandzi quotidiennement, et tout changement de politique, rotation, tarifs, etc. aurait fatalement des conséquences pour le département et sa population. Qui plus est, la ligne directe Mayotte-Paris-Mayotte doit s'ouvrir le 10 juin prochain avec la mise en service d'un Boeing 787-800. Selon la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, les filières d'enseignement général et technologique ont accueilli à la rentrée 2015 en France près de 52 000 lycéens de plus qu'en 2014, alors que les effectifs des collèges ont légèrement baissé. Ces données ne concernent pas Mayotte qui subit une toute autre tendance. En effet, l'augmentation a été particulièrement importante dans l'académie avec une hausse de 5,3% très loin devant Créteil, plus 1,8%, et la Guyane, plus 1,6%. Mayotte est hors catégorie, mais le phénomène migratoire se profile en filigrane derrière ce chiffre. À Mayotte, l'indice conjoncturel de fécondité s'établit à 4,1 enfants par femme et la croissance de la population est en moyenne de 2,7% par an, avec une légère baisse enregistrée ces dernières années. En clair, le nombre d'enfants scolarisés dans les établissements du second degré de l'île est bien plus important que ce que la courbe démographique indique. Certains collèges et lycées de l'île ont même vu leur effectif augmenter de 10% d'une année sur l'autre. Pour l'heure, et quelles que soient les raisons précises de ces hausses, l'effort accordé aux constructions scolaires doit être plus important à Mayotte qu'ailleurs en France, et le plan global devra s'intensifier pour répondre aux besoins.
Et maintenant, direction Kaweni, où les associations tentent de faire bouger les choses à l'image de l'association des jeunes de Kaweni Espoir. Celle-ci mène depuis 1 mois et demi des travaux de construction d'un foyer des jeunes, construit à base de bambou, de feuilles de coco et de bois. 3 petits bangas dédiés à des séances d'ateliers sont déjà sur pied. L'inauguration est prévue dans 3 semaines, mais malgré leur détermination et leur courage, depuis 2 jours, le chantier est arrêté faute de matériel suffisant. Reportage Shakila Issouf et Leslie Vimné. Qu'arrive au village nature de Kaweni. Le nouveau visage de Kaweni semble se profiler à l'horizon, progressivement transformé par les jeunes du quartier. Cet espace abritait il y a quelques semaines encore des déchets ou servait à l'élevage de chiens. Aujourd'hui, grâce à l'envie et au projet de l'association des jeunes de Kaweni Espoir, Rasta, comme les autres membres de l'association, souhaite enfin montrer un autre visage de Kaweni. Maintenant, on s'est dit qu'on allait faire ça en fait, maison des jeunes, pour que les jeunes ils arrivent quand même à trouver où qu'ils puissent se trouver, s'ils ont envie de reposer ou s'ils ont envie de jouer, des choses comme ça. Et puis c'est eux-mêmes d'ailleurs qui nous ont donné des idées. Il faudrait qu'on fasse des choses d'activités, tout ça qui s'appelle les attirer. Donc vous voyez déjà, on a fait première banga, c'est pour l'artisanat. Deuxième banga, c'est pour les boutures. Troisième banga, c'est pour les cultivations en fait. Et puis le grand banga, ça sera l'atelier en fait, pour les réunions, pour des manifestations. Tout le monde, lors de la grève générale, s'était étonné du calme qui régnait à Kaweni. Eh bien, le mystère semble résolu. En effet, les jeunes concentrent leur énergie à construire leur futur foyer. Pendant les grèves derniers temps, partout apparemment que ça avait bloqué, partout ça avait pété, partout il y avait des barrages, tout ça. Mais nous, à Kaweni, on s'est dit que non, on a marre. On a marre d'avoir genre des conneries comme ça. Parce qu'on se rendait compte aujourd'hui qu'à chaque fois qu'il y a des grèves en Mayotte, tout le monde il vient de Kaweni apparemment que c'est les zones industrielles. Et puis chacun il fout ce bordel et puis rentre chez lui la fin de journée. Et puis après, quand on va donner les détails, c'est qui? C'est le village de Kaweni. Tout ça, ça devient des tickets des gens de Kaweni. Donc aujourd'hui, on se rendait compte à ça. On s'est dit, du moment qu'il y a des grèves, nous on va se tirer. On va laisser les grévistes de faire leur grève. Mais du moment qu'ils commencent à faire de bordel, nous on va le virer sur le village. L'espoir peut se lire sur les visages de ces responsables d'associations qui ont tous un seul but, sortir les jeunes de Kaweni de la rue après avoir dépensé près de 1 500 € de leur poche avec l'aide de quelques particuliers et d'une librairie. Aujourd'hui, ils invitent tout le monde à venir voir ce qu'ils font et espèrent de l'aide. Quand j'étais jeune, je voyais déjà que pour changer l'image, c'est nous-mêmes les jeunes. Mais puisqu'il y a un effectif que un jeune ne peut pas, puisqu'il n'est pas allé voir, il n'est pas allé demander comment on peut effectiver, résoudre un problème que tu n'es pas allé sur place demander comment on peut avoir une solution. Et aujourd'hui, on s'est mobilisé, on s'est levé nous-mêmes les jeunes. Et aujourd'hui, ça nous a amené à une zone qu'on peut être tranquille et faire des spectacles. Je pense qu'à travers cela, il y aura pas mal de gens qui aimeraient aussi peut-être copier aussi, parce que c'est à ces choses-là qu'on peut tous être amenés à enlever tout le fléau qui règne. Les Kaweni dire ceci, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, Kaweni, il est étiqueté, soi-disant, avec une étiquette délinquant. Venez nous rendre visite sur le terrain, venez voir comment c'est. Ça va vous donner beaucoup d'idées comme nous, on a beaucoup de choses à partager avec vous. Il y a beaucoup d'actions à mettre en place. Voilà, déjà venez voir. Ce projet est né du courage et de l'envie des jeunes de Kaweni qui souhaitent lutter contre l'image dont souffre actuellement leur quartier. Ils ont aujourd'hui à cœur de montrer leur potentiel et leur envie de devenir des acteurs importants du changement, à la fois pour Kaweni, mais aussi et surtout pour leur département. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pourrez suivre en rediffusion sur notre site l'infokwezi.fr et sur WAM5. Dans quelques instants, Ornella Périne vous donnera les nouvelles du temps pour la journée de demain. Juste après, retrouvez l'invité du temps de parole, un lit représentant des étudiants. Il était ce matin au micro de Patrick Millan. Et prochain rendez-vous avec l'information radio demain dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Excellente soirée à vous sur KTV.